Ce programme vous est présenté en partenariat avec France Musique. « 24 février 1607. Le palais ducal de Mantoue est en effervescence. Vincenzo Ier, duc de Gonzague, a convié sa cour à la représentation de l'Orfeo, une favola in musica, composée par son maître de chapelle, Claudio Monteverdi. Pour la première fois, la musique n'est pas un simple accompagnement. Elle est au service du drame. Elle exprime les sentiments. L'audace de Monteverdi est un succès et marque une date dans l'histoire de la musique. Une nouvelle forme d'opéra vient de naître à Mantoue. Dans le prologue de l'Orfeo apparaît la musica. Elle a le pouvoir, dit-elle, d'attirer les âmes des hommes vers les cieux. Aujourd'hui, la musique raconte 7 siècles d'histoire en parcourant le palais, 500 pièces reliées par des cours, des jardins, des corridors, des escaliers, des galeries. Jusqu'au début du XIVe siècle, Mantoue est une ville modeste, entre Venise et Milan, Parme et Vérone, gouvernée par un capitaine du peuple renouvelé chaque année. Riches propriétaires, les Bonacols s'y tiennent la cité. En 1328, les Gonzague les chassent et prennent le pouvoir après un combat au cœur de la ville, retracé quelques décennies plus tard par le peintre Domenico Morone. La musique du Florentin Francesco Landini est jouée dans toutes les cours italiennes. Il est appelé Magister Franciscus ou l'organiste aveugle, car il a perdu la vue dans son enfance. Le premier des Gonzague, seigneur de Mantoue, se prénomme Luigi. Marqué par l'esprit féodal, il passe son temps à combattre les principautés voisines. Ses fils commencent à aménager la partie ancienne du palais, la Corte Vecchia. La musique, peu à peu, se fait plus raffinée, comme un avant-goût de la Renaissance. Guido, qui succède à Luigi, son père, est un ami du poète Pétrarque. Comme de nombreux princes italiens, les Gonzague aiment à la fois les arts et leur douceur, la guerre et ses fureurs, comme le dira plus tard Carlo Pallavicino. Dove siete? Dove siete?
Les années passent. Les Gonzague ne combattent plus pour eux-mêmes, mais pour les autres. Ce sont des mercenaires. La fortune qu'ils amassent par les armes finance leur luxe et leur magnificence. Ce sont des mécènes. L'histoire de la famille Gonzague est aussi celle de la Renaissance italienne. En 1407, le marquis de Mantoue se prénomme Gianfrancesco. Il engage comme précepteur de ses enfants Vittorino da Feltre, un philosophe réputé qui veille à éduquer à la fois le corps et l'esprit. Grâce à lui, l'humanisme prospère à Mantoue. La musique de Conradus de Pistoria en traduit l'esprit apaisé. Gianfrancesco fait venir le peintre Antonio Pisano di Pisanello. En 1433, celui-ci commence dans le palais une fresque qui retrace la légende du roi Arthur, considéré à l'époque comme le modèle de la tradition chevaleresque. Des combattants en armure participent à un tournoi devant des jeunes femmes en admiration, dont la blonde fille du roi. La dynastie Gonzague s'affirme. Pisanello, qui est passé de Venise à Mantoue, est considéré comme un traître par les Vénitiens qui le poursuivent. Il devra fuir et laissera sa fresque inachevée. Mais elle participe à la revalorisation culturelle des Gonzague au moment où Gianfrancesco vient d'être reconnu marquis. En 1459, à la demande du pape, qui cherche des alliés contre les Ottomans, un concile se tient à Mantoue. Les Gonzague laissent la Corte Vecchia à leurs hôtes et s'installent au château San Giorgio. L'éducation qu'a reçue Ludovico II, le nouveau marquis de Mantoue, a fait de lui un prince de la Renaissance. Il invite des architectes comme Leon Battista Alberti pour transformer la ville, et le peintre Andrea Mantegna, à qui il confie la décoration de l'ancienne chapelle, qui devient la chambre des époux. Au plafond, un oculus ouvre sur le ciel. Une dizaine d'angelots amusés et complices entourent ce puits de lumière en fausse tuque. Et des jeunes filles contemplent la chambre en souriant. Sur l'un des murs, une scène ordinaire de la vie de cour, à la fois officielle et détendue. Le marquis Ludovico, entouré de son épouse et de ses enfants, reçoit une lettre de son conseiller. À droite, des personnages s'approchent, toisés par l'un des assistants. Sur un autre mur, le marquis accueille son fils qui revient de Rome. Une Rome rêvée, on en distingue au loin les monuments, dont une immense statue d'Hercule. Chevaux et chiens laissent penser à un départ pour la chasse. Au-dessus de la porte, des chérubins, des putti, souvent représentés durant la Renaissance italienne, qui s'épanouit avec Mantegna. Sur le panneau qu'il porte, figure la dédicace du peintre au marquis. Et sur un pilastre, Mantegna a laissé son autoportrait sous forme grotesque.
L'histoire de la famille Gonzague est ainsi fixée à jamais. La musique et la poésie rythment la vie quotidienne à la cour. La ballade ou ballata, comme celle d'Antonello da Caserta, est en vogue. Bientôt, c'est le madrigal qui lui succède, genre dans lequel excelle Tarquinio Merula. « 1484. Le nouveau Gonzague à la tête de la cité se prénomme Francesco II. Condottiere réputé, il est d'un abord plutôt rustique, brutal. En 1490, il épouse Isabelle d'Este, dont le tempérament est à l'opposé. Elle apporte au palais ducal sa finesse, sa culture et sa diplomatie. Elle installe ses appartements dans le Castello San Giorgio et les décore à son image. Les plafonds sont ornés de notations musicales. Son univers célèbre l'amour, la musique, le triomphe de la vertu sur le vice.
prima donna de la Renaissance italienne, célébrée par les poètes comme l'Arioste, Isabelle d'Este fait l'admiration de tous. Elle attire peintres, sculpteurs et musiciens tels Marchetto Cara. Isabelle d'Este commande des œuvres aux artistes les plus connus, se passionne pour l'Antiquité. Lorsque son époux Francesco meurt en 1519, elle laisse le pouvoir à son fils, Federico II, et se retire dans de nouveaux appartements au sein de la Corte Vecchia, qui résonne du luth dont elle joue elle-même. Le nouveau duc de Mantoue, Federico II, perpétue l'esprit des Gonzague. Le peintre Giulio Romano, l'élève préféré de Raphaël, quitte Rome pour Mantoue et devient en 1526 préfet des bâtiments de la ville, à la fois architecte et décorateur. Federico II lui confie la construction d'un nouveau palais, le palais de Thé, et la décoration de son appartement du Castello San Giorgio. Les grandes fresques de la Sala di Troia, avec leurs décors de déesses, reflètent le maniérisme de Giulio Romano. Les musiciens aussi magnifient la mythologie. Frescobaldi célèbre les nymphes. Si spiega l'augello e l'arbuscello fiorito sta, un volto bello all'ombra accanto
son si diavolo d'aver pietà. Al canto, inferridenti, scacciate i venti di crudeltà. Al canto, inferridenti, scacciate i venti di crudeltà. À la mort de Federico II, son fils Guglielmo a 12 ans. Il est bossu. Son visage est disgracieux. Il est austère et renfermé. Personne ne l'imagine en duc de Mantoue. Après une courte régence, il affirme sa forte personnalité et rétablit les finances de la ville mises à mal par Federico le Dispendieux. Il poursuit toutefois le mécénat des Gonzague. Il commande au Tintoret des toiles à la gloire de ses ancêtres. En 1579, Lorenzo Costa peint le plafond de la salle du Zodiaque. Il évoque Guglielmo et la naissance de son fils Vincenzo. Diane enceinte sur son char représente sa mère. Les signes du zodiaque sont ornés de symboles liés à la famille Gonzague. Le plafond célèbre l'immortalité de la lignée. Guglielmo, qui compose lui-même, entretient une correspondance avec Palestrina, le plus célèbre des compositeurs de son temps, dont il vénère la musique. Il fait construire l'église Santa Barbara dans le palais. Comme maître de chapelle, il engage le musicien franco-flamand Jacques de Werth, que Monteverdi considérera plus tard comme un modèle. Vincenzo Ier, fils de Guglielmo, est aussi prodigue que son père était économe. Pour assurer au duché de Mantoue une réputation européenne, il dépense sans compter, collectionne les œuvres d'art, engage des artistes, cultive la magnificence. Il accueille Galilée et le poète Torquato Tasso, les peintres flamands Rubens et Pourbus, et le musicien Claudio Monteverdi, connu pour ses madrigaux. À la demande du duc, celui-ci compose en 1607 l'Orfeo, dont la première représentation aurait eu lieu dans cette salle, maintes fois remaniée par la suite. Cette même année meurt l'épouse de Monteverdi, dont la musique est marquée par la douleur. Invisibile d'amore
son io che di vostra beltà predai trofeo. A voi mi volgo cari miei nacci d'oro, e come mai potrà scappar sicuro, se come nacci l'anima legaste, come oro la compraste, voi pur voi dunque siete della mia libertà, catena e prezzo. Stami miei preziosi, bionde fila divine, con voi l'eterna barca sopra il fuso fatal mia vita torce. Voi cappelli d'oro, voi pur siete di lei che tutto il fuoco mio raggi e Suivant la tradition, Ferdinando, le fils cadet de Vincenzo Ier, était destiné à une carrière ecclésiastique. En 1612, il est cardinal. À la mort de son père et de son frère aîné, il devient à son tour duc de Mantoue. Aussi amateur d'art que son père, il fait venir le peintre Domenico Fetti, qui réalise pour lui une multiplication des pins. Installé face à une toile de Rubens, où l'on voit Vincenzo Ier et Guglielmo, avec leurs épouses, adorant la Sainte Trinité, elle tranche avec les figures grotesques qui ornent les plafonds et les chevaux à demi cachés, prétexte à un jeu avec les visiteurs. Il devait deviner qui était en selle sur chaque cheval. Ferdinando n'a pas oublié son séjour de cardinal à Rome. Il fait construire des cryptes et des chapelles au sous-sol du palais. Pour y accéder, il faut gravir à genoux l'escalier des pénitences. Reproduction en format réduit de celui de Saint-Jean de Latran, à Rome. En 1626, son frère Vincenzo II lui succède. Il meurt un an plus tard sans descendant. L'âge d'or de Mantoue s'achève. Le duché revient à une branche cadette et française de la famille, les Gonzague-Nevers. Ils assurent le pouvoir et vendent à Charles Ier d'Angleterre une bonne partie des collections du palais ducal. Les tableaux qui ornaient les murs constituaient la plus grande collection d'Europe. Tout a disparu. Seuls restent les plafonds qui évoquent les Gonzague, comme celui de la salle du labyrinthe en hommage à la victoire de Vincenzo sur les Turcs, où l'on voit la devise des Gonzague, empruntée à une chanson populaire, « Forse che si, forse che no », peut-être que oui, peut-être que non. Une guerre de succession se déclare. En 1630, les Autrichiens dévastent la ville. Avec le souvenir de Monteverdi, on tente de remédier à la tristesse par le rire.
di piegarmi, infin ch'io venga meno, e se da vostri dardi io resterò conquiso, feriscami quel sguardo, ma sanami Les Gonzague-Nevers se maintiennent toutefois au pouvoir et continuent de dilapider le patrimoine artistique du palais. La musique de la Renaissance s'est éloignée. Avec le nouveau maître de chapelle, Antonio Caldara, le baroque arrive à son apogée. Incapable de gouverner, le dernier des ducs s'enfuit à Venise en 1701. 1708, le duché de Mantoue est annexé à l'Empire d'Autriche, qui imprime sa marque sur le palais. Laisse-moi pleurer sur mon sort cruel. Handel résonne jusqu'à Mantoue. morte
le gouverneur autrichien de Mantoue prend Antonio Vivaldi comme maître de chapelle. Pendant ces 2 années passées à Mantoue, le Vénitien fait représenter 3 de ses opéras. En explorant le palais, il découvre les saisons de Giulio Romano. Elle lui aurait inspiré les 4 saisons qui viennent s'ajouter à la centaine de concertos qu'il a déjà composés. La musique à Mantoue ne sera plus jamais la même. Elle ne reflètera plus l'atmosphère du palais, mais les hasards de son destin. Au XIXe siècle, après avoir été annexée au duché de Milan, puis à la République cisalpine créée par Bonaparte, Mantoue revient dans le giron de l'Empire d'Autriche. En 1852, le gouverneur autrichien Józef Radetzky, pour lequel Johann Strauss père composera sa célèbre marche, se montre impitoyable. Les Italiens qui résistent à l'Autriche sont enfermés dans les greniers du palais avant d'être exécutés. En 1851, le duché du XVIe siècle renaît grâce à Giuseppe Verdi. Il situe à Mantoue son célèbre Rigoletto. L'opéra est un triomphe lors de sa création à Venise. Aujourd'hui, c'est le palais ducal qui triomphe, témoin de la Renaissance italienne où la musique résonne toujours. Chaque année, il est le cœur d'un festival qui rayonne dans toute la ville, fait la part belle à la musique du temps des Gonzague, mais aussi à la musique romantique et aux compositeurs contemporains. Aussi belles soient-elles, ces musiques ne durent qu'un temps à Mantoue. Elles n'éclipsent pas celle de Monteverdi qui plane à jamais sur le palais et suscite toujours la même émotion. Sempre qual